Berlin, juillet 1940. La machine de guerre hitlérienne semble invincible. La Tchécoslovaquie, la Pologne et maintenant la France. Défaite en 6 semaines. Demain, ce sera au tour de l'Angleterre, toute la population ensemble convaincue, hypnotisée qu'elle est par son idole, Hitler. En marge des foules en liesse, un homme. Il ne participe pas à cette euphorie guerrière. Son nom, Otto Hampel. Avec sa femme Élise, ils vont résister, seuls, contre Hitler. On ne sait pas grand-chose de toi, Otto, ni de ta femme Élise. Pas de descendants pour raconter. Pourtant, votre histoire a inspiré en 1947 un roman de Hans Fallada, Seul dans Berlin, et un film, une fiction tournée en RDA en 1970. Mais c'est dans les dossiers de la Gestapo qui vous a traqué pendant plus de 2 ans que j'ai pu découvrir votre véritable histoire. Nous sommes en 1940, Otto. Tu investis les cages d'escalier, tu gravis les étages, guettes le moindre bruit. C'est qu'à chaque instant, tu risques ta peau. Ils devraient être nombreux autour de toi à s'inquiéter des entreprises guerrières d'Hitler, à craindre pour leurs proches envoyés au front, comme Élise, ton épouse, qui vient de perdre son frère adoré sur le champ de bataille de France. Tu vas inventer une forme singulière de résistance individuelle. En dépit des risques encourus, tu déposes dans des immeubles berlinois des cartes postales que tu écris toi-même et que tu intitules « Presse libre » pour dénoncer les crimes nazis. Et toi, Élise, tu n'es jamais très loin. Une première carte est trouvée le 2 septembre 1940 à 19h30. Müllerstrasse, à Berlin. 232 cartes suivront. Allemands, faites attention. Ne vous laissez pas écraser par la dictature. Que sommes-nous devenus? Un troupeau de moutons. Nous devons nous libérer de ces chaînes. Sinon, il sera trop tard. Faites circuler. Tu es persuadé que tes cartes se répandront comme une traînée de poudre, qu'elles passeront de main en main et que sous le manteau, la résistance d'abord chuchotée deviendra clameur insupportable pour le régime. Mais voilà, tu n'imaginais pas que tes cartes trouvées dans les cages d'escalier ou dans les boîtes à lettres allaient être immédiatement rapportées à la Gestapo. La plupart des gens ne les lisent même pas. Il faut s'en débarrasser au plus vite, comme si elles brûlaient les doigts. J'ai retrouvé votre dossier aux Archives nationales à Berlin. Ces volumineux dossiers, près de 400 pages rédigés méthodiquement par la police secrète d'État, la Gestapo, sont complétés par les actes du tribunal dit du peuple. Il est rare de trouver des dossiers aussi complets. Ils relatent de manière exhaustive vos actions ainsi que les mobiles qui vous ont incité à agir contre le régime, à commencer, Élise, par la mort de ton frère au cours de la bataille d'Amiens en juin 1940. Vous vivez dans un quartier ouvrier de Berlin, rien à voir avec les façades pompeuses du Troisième Reich. Avec votre histoire, vous nous faites découvrir une toute autre réalité, bien loin de la propagande. Vous continuez à sillonner la ville. Vous êtes insaisissable, c'est intolérable pour le régime. Au siège de la Gestapo, on mène la guerre contre les traîtres et les saboteurs. Jusqu'à la fin de l'année, plusieurs cartes subversives sont rapportées par des Berlinois. Un policier de la Gestapo centralise les recherches. C'est l'inspecteur divisionnaire Willy Puchel. Il se bat dans l'ombre, comme vous, contre vous. Il doit mener l'enquête dans cette ville de plusieurs millions d'habitants. Autant trouver une aiguille dans une botte de foin. Ce soir-là, on est samedi. Élise et toi, vous entendez à la radio que Coventry est la cible de la Luftwaffe. C'est l'un des pires raids aériens subis par la Grande-Bretagne. Et vous entendez Hitler, dans un discours hystérique,
se déchaîner contre les Anglais. Un discours qui vous révolte. Wir werden ihre Stände ausradieren! Le 20 novembre 1940, on rapporte à la Gestapo une carte trouvée Turiner Strasse. Soldats, ne vous battez pas pour la conception du monde de Hitler. C'est à cause de Hitler que tous les travailleurs d'Europe sont trahis. À bas le gouvernement de Hitler. Les cartes s'accumulent sur le bureau de l'inspecteur Puchel. Jour après jour, il relève la date, l'heure et le nom des rues où elles ont été trouvées. Vous devenez l'objet d'une traque impitoyable. Aujourd'hui, c'est votre ville qui est la cible des attaques aériennes anglaises. Vos compatriotes n'en croient pas leurs yeux, eux qui se croyaient invincibles. Passées les premières frayeurs, les bombardements sur Berlin apparaissent comme des accidents qui ne remettent pas en cause l'écrasante supériorité du Reich. Le régime organise la protection des populations civiles contre les attaques aériennes. On vous soumet à des exercices de sécurité et d'un seul coup, tous les Berlinois ont le même visage. Pour vous comme pour tous, la vie change. Quantité d'obligations rythme votre quotidien. Et pour la première fois, vous êtes sommé de descendre dans les caves. On les arrange en abris souterrains, on les repeint, on les aménage comme si on devait s'y installer pour un certain temps. Vous vous sentez mal dans la promiscuité de ces caves placées sous la responsabilité d'un délégué à la protection aérienne. Il est chargé d'entretenir le moral des habitants et de dénoncer les éventuels récalcitrants. Vous vous méfiez de ces surveillants qui pourraient être des collaborateurs de la Gestapo. Presse libre. Les seuls fruits que nous recueillons depuis 1933, nous, peuple allemand, sont le malheur, l'angoisse, la misère, la détresse. Oui, l'hitlérisme a dépouillé notre existence de son sens. Lorsque vous sortez de la cave au milieu des blindés, qui pourrait croire que vous résistez, et résistez encore à la folie de vos gouvernants? La grande histoire se noue dans les états-majors. Hitler a essuyé son premier échec. L'invasion de l'Angleterre a échoué. Malgré cela, il prépare fiévreusement l'opération Barbarossa, l'attaque de l'Union soviétique. Hitler, pour accroître sa production en armement, fait régulièrement appel aux dons en métal. Chacun doit donner de lui-même. Et toi, Élise, pour faire comme tout le monde, a-t-il fallu que tu te sépares de quelques objets personnels? L'industrie d'armement tourne à plein régime. Il faut à tout prix respecter les coefficients de production planifiés. Dans les usines, on a l'œil sur ceux qui ne travaillent pas assez vite. Il faut donc accélérer les cadences. Contre ces collectes à répétition auto, tu écris une carte qui dénonce le réarmement de l'Allemagne. Allemand, sois un homme à part entière et engage-toi pour la liberté de conscience et la justice sociale. Pour le nouvel ordre mondial capitaliste hitlérien, Hitler, Ribbentrop, Göring,
Goebbels, Papen, Schacht, Funk, Himmler, Keitel, Lammers ont poussé au réarmement de l'Allemagne, dans lequel Krupp a joué le rôle le plus important. Tu as tant de crimes et de mensonges nazis à dénoncer qu'en plus de tes cartes postales, tu te mets à écrire des doubles pages que tu plies soigneusement pour les déposer dans les immeubles. Une conviction t'emporte. Tu dois continuer à écrire, écrire encore et encore. L'ombre de Hitler qui tombe sur l'Europe, c'est Satan que le diable a déchaîné. Allemandes et Allemands, croyez enfin en vous-même. N'allez pas tous dans la même direction. Éradiquez le système criminel hitlérien. L'Europe tout entière passe Noël sous le signe du nazisme. À Berlin, Noël 40 marque une trêve dans le quotidien de la guerre. Élise et toi restez calfeutrés chez vous. Vous ne croyez pas au Père Noël et puis de toute façon, vous n'avez pas d'enfant. Il fait très sombre et très froid à Berlin. Le charbon domestique manque pendant plusieurs semaines. Il faut fermer les écoles. Il y a pendant quelque temps 10 aides de pommes de terre. Dans les faubourgs, le mécontentement est vif. On y prétend que les beaux quartiers sont privilégiés. Malgré toutes ces difficultés, l'immense majorité des Allemands soutient les nazis, et cela vous est insupportable. Otto et Élise, vous poursuivez votre travail de fourmi. Et quand vous allez vous promener au parc, ce qui vous trouble, c'est que la vie continue comme si de rien n'était, alors que ce pays est en guerre et qu'autour de lui, il a plongé le monde dans la violence. Alors pourquoi continuez-vous à écrire, à combattre la terrifiante machine nazie? Vous savez qu'un jour ou l'autre, vous vous ferez prendre. Hitler et ses partisans ne parlent depuis 1933 que de la paix et des bienfaits du socialisme à venir. Aujourd'hui, nous, Allemands, avons la preuve que les discours de Hitler n'étaient que blablablas hypocrites. Seule la crédulité de nombreux Allemands a permis à Hitler et à ses bonzes, par le concours des circonstances, d'accéder au pouvoir. Dans votre ville, tout semble aller pour le mieux. Il est vrai que le Führer veut s'assurer du soutien de la population et qu'il veille personnellement à ce que les dépenses militaires ne rognent pas trop le pouvoir d'achat. Il achète une paix sociale que tu es l'un des rares à dénoncer. De son côté, le service de sécurité de la SS hitlérienne veille et prend le pouls de l'opinion. Ces rapports secrets révèlent que la confiance de la population est si forte qu'en plusieurs endroits, on engage des paris sur la durée de la guerre. Contrairement à toi, Otto, la plupart des gens estiment que la fin de la guerre aura lieu dans les 6 semaines. Tu n'ignores pas pourquoi les magasins sont à nouveau approvisionnés. Et tu le dis haut et fort dans une de tes cartes. Avec ses agissements dictatoriaux honteux contre nous les Allemands, la bonzocratie hitlérienne se permet de violer toute l'Europe. Hitler donne quartier libre à ses généraux pour se livrer aux razzias et au pillage des peuples. Les Berlinois qui sont habitués aux restrictions, aux cartes de rationnement pour le pain, la viande, le savon, les vêtements, sont tout étonnés de voir les vitrines des magasins se remplir et de pouvoir faire des achats. Berlin est beaucoup mieux approvisionné en nourriture que l'hiver précédent. La population reçoit des produits en provenance de Pologne, de France, de Hollande et des autres pays vaincus. Les Juifs, par contre, les prisonniers de guerre et les travailleurs étrangers sont interdits de rations supplémentaires. Ce regain d'abondance n'empêche pas Hitler de faire appel à toutes sortes de collectes. La propagande sollicite la population à tout bout de champ. C'est un curieux spectacle qui s'offre à vous. Des hommes, des femmes,
des nazis, arpentent les rues, secouent leurs troncs en fer blanc. C'est le secours d'hiver officiellement créé en faveur des nécessiteux. Vous êtes peut-être quelque part dans ces foules, Otto, Élise, parmi vos compatriotes qui donnent allègrement et en masse. Solidarité avec les plus démunis, vous n'y croyez pas un instant. Tout le monde sait que les millions de Reichsmark récoltés ne sont pas destinés à ceux qui en ont besoin, mais au plan d'armement. Malgré cela, les Allemands répondent aux appels du Führer. Il en faut du courage pour opposer au cliquetis insistant des troncs un refus poli. Allemand, montre ta détermination à mettre fin au viol systématique opéré par Hitler. Plus un sou dans les boîtes à collecte. Il ne faut plus qu'avec nos dons, nous soutenions cette politique de destruction. Réduisez vos dons et envoyez ces mendiants gouvernementaux au diable. Un jour, Élise, on t'a agrafé un insigne sur le revers de ta veste. Tu as préféré l'acheter plutôt que d'être repéré trop facilement comme faisant partie des rares qui ne donnent rien. Tout le monde, presque tout le monde, accroche cet insigne. Mais pourquoi tant de soumission à cet ordre totalitaire? N'achetez pas d'insigne. Bei den Deutschen im Ausland oder im Reich. Die ganze Volksgemeinschaft vereinigt sich am ersten Sonntag eines jeden Wintermonats zum Eintopfessen. Et puis, comme si les collectes et les insignes ne suffisaient pas, les premiers dimanches du mois, c'est le jour du Eintopf. À la maison, ou de préférence dans la rue, les Allemands se regroupent pour manger leur Eintopf, leur soupe sans viande. Chacun a le sentiment de participer à la communauté nationale. À la fin du repas apparaît le Blockwart, le chef de bloc qui fait cliqueter sa boîte à collecte. Ce que les gens n'ont pas dépensé pour un vrai rôti du dimanche va directement dans le tronc, puis du tronc à la machine de guerre. Mais le Blockwart ne fait pas que collecter de l'argent. Non, il est avant tout chargé de surveiller et d'épier les habitants. Et si quelqu'un manifeste la moindre opinion anti-nazie, il en informe aussitôt la Gestapo. Et de cela, Otto et Élise, vous en êtes parfaitement conscients. C'est le printemps. Nous sommes en 1941. Vous marchez dans la ville étrangement calme, comme si la guerre ne concernait pas Berlin. Dans les cinémas, à côté des films de distraction destinés à faire oublier la guerre, deux films frappent les esprits. Le Juif éternel et le Juif Zus, deux films d'odieuse propagande supervisés par Goebbels. Mais vous n'allez pas au cinéma. De toute façon, c'est trop cher pour vous. Et puis, vous n'avez pas envie de voir ça. Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Reichsminister Dr. Goebbels verließ die Les nazis se sentent tellement invincibles qu'ils se lancent dans une nouvelle guerre de conquête. C'est le ministre de la propagande Goebbels qui annonce officiellement l'opération Barbarossa qui ouvre le front de l'Est le 22 juin 1941, la plus gigantesque opération militaire de tous les temps. Otto, tu condamnes immédiatement cette nouvelle agression qui, au fond de même, effraie beaucoup de tes compatriotes. Malgré le pacte de non-agression, la Russie est le 11e État que le traître au peuple Hitler viole avec sa clique. Le criminel Hitler a souillé l'honneur allemand. Femme allemande, ne te mets pas au service de la machine de guerre hitlérienne. L'hitlérisme nous a instrumentalisés pour cette guerre, nous, les travailleurs. Une carte que tu vas déposer dans un cabinet médical va être lourde de conséquences. Pas pour toi d'ailleurs. L'assistante dénonce un patient qu'elle soupçonne, Heinz Klaus, un soldat démobilisé pour aller travailler en usine. Avec le soldat Klaus, l'inspecteur Puchel tient enfin une piste. Presque un an s'est écoulé depuis que la première carte a été rapportée à la Gestapo.
L'engrenage impitoyable des dénonciations et de la surveillance se met en marche. On suit Klaus 24 heures sur 24. On mobilise des agents pour enquêter sur ses relations. Klaus quitte toujours son domicile le matin et se rend du côté de la Müllerstrasse. Klaus est aux aguets et marche très vite. Il regarde souvent de tous côtés, son comportement est très suspect. Pour ne pas aller travailler, Klaus est toujours en quête de certificats médicaux et se fait mettre en arrêt maladie. Il va souvent au bistrot, se retrouve avec des copains pour boire une bière ou jouer aux cartes. Mais il consacre la plus grande partie de son temps au pari de course de chevaux plutôt que d'aller travailler. Il y a ainsi toute une frange de la population qui vit de combines ou de trafic. Des profiteurs qui s'ingénient à se soustraire à tout travail et réussissent à passer entre les gouttes des contraintes de l'économie de guerre nazie. Klaus sera arrêté chez lui le 16 décembre 1941. La perquisition et les interrogatoires croisés ne donnent aucun résultat. Le dossier de la Gestapo contient plus de 40 pages. 40 pages consacrées à un simple suspect. Par contre, les rapports ne mentionnent pas ce qui lui est arrivé après son arrestation. La Gestapo fait régner un climat de terreur. Les gens ont peur. Qui, un jour ou l'autre, n'a pas fait quelque chose d'interdit, ne fût-ce qu'écouter une radio étrangère, lâcher une parole maladroite? Chacun craint toujours que quelqu'un ne le rapporte. Il faut toujours se tenir sur ses gardes. Personne n'est à l'abri d'une dénonciation. Tout, même les choses les plus insignifiantes, est prétexte à dénoncer son voisin, voire un membre de sa propre famille. Et toi, Otto, tu continues ton combat, et tu envoies tes petites cartes postales, qui à vrai dire sont devenues de véritables lettres, puis des pamphlets. Tu en es à ta 90e carte, et tes cartes inquiètent de plus en plus le régime. À lire et à distribuer. Il est grand temps de faire preuve de courage et de montrer les dents au gouvernement hitlérien. Voilà 8 ans qu'il nous trompe et nous dicte. Tu la fermes ou c'est le camp de concentration. Malgré cela, tu continues à distribuer tes cartes. On s'imagine aujourd'hui que la Gestapo était omniprésente. En fait, elle ne comptait que 15 000 hommes pour toute l'Allemagne. Alors d'où tenait-elle son pouvoir écrasant? Comment a-t-elle pu fonctionner aussi efficacement? Grâce à la peur et aux dénonciations, un peu comme si bon nombre d'Allemands étaient devenus les yeux et les oreilles de la Gestapo. Peut-on résister dans un État totalitaire où les nazis tiennent le peuple allemand à leur merci, où toute forme de résistance collective est devenue impossible? Les risques que vous prenez tous les deux, seuls contre Hitler, pour réveiller la conscience de vos compatriotes sont suicidaires. Les films de propagande antisémite ont préparé les esprits. À partir de 1941, les Juifs doivent se démettre de la quasi-totalité de leurs biens en faveur de l'État. Ils ne peuvent plus posséder ni voiture, ni moto, ni vélo, ni animaux domestiques, ni livres, ni journaux. En outre, il leur est interdit d'utiliser les transports en commun, de séjourner dans les gares, d'aller dans les restaurants et les jardins publics. Une étape supplémentaire est franchie lorsqu'à partir du 19 septembre 1941, les Juifs sont obligés de porter l'étoile de David sur leur manteau avec le mot « Jude » inscrit dessus. Concernant les persécutions antisémites, je remarque que parmi les 40 cartes qui ont été conservées dans le dossier de la Gestapo, tu n'en fais jamais mention. Seit 48 Stunden ist abermals eine Operation von gigantischem Ausmaß im Gange. Sie wird mithelfen, den Gegner des Ostens zu zerschmettern. Pour diffuser auprès des masses les discours d'Hitler, des haut-parleurs sont placés dans les grandes rues de Berlin. Pendant l'annonce, vous devez faire comme tout le monde, rester où vous êtes et garder le silence. Seit dem 22. Juni tobt nun ein Kampf von einer wahrhaft weltentscheidenden Bedeutung. Umfang und Tiefe dieses Ereignisses wird erst eine Nachwelt
ganz klar erkennen. Sie wird einst in ihren Feststellungen zu dem Ergebnis kommen, dass damit eine neue Zeitenwende begann. Le discours de Hitler du 3 octobre 1941, c'est de la pure propagande afin de prolonger la guerre qu'il a manigancée. Pendant son discours, des milliers de soldats sont tombés au champ de bataille. Et les partisans fanatisés qu'il avait fait venir pour remplir le palais des sports de Berlin applaudissaient cette boucherie. À ce jour, 147 cartes ont été rapportées à la Gestapo. Malgré les diverses pistes suivies par l'inspecteur Püschel, l'enquête piétine. Il devient urgent de mettre la main sur le coupable. Il en va de sa carrière. Sur Berlin, la valse des bombardements a repris. Les avions anglais passent en escadrille de plus en plus dense. De nouveau, la ville a perdu son apparence de capitale en paix. La radio diffuse régulièrement les instructions à suivre pour se protéger des attaques aériennes de nuit. Voilà 8 ans que nous sommes trompés par cette dictature brutale de Hitler. Son matériau, c'est son peuple. Il ne saurait trouver peuple plus bête que le peuple allemand. À partir de 1942, les alarmes se succèdent. Les Berlinois ont les nerfs à vif à cause de la recrudescence des alertes aériennes, qui souvent ne sont que de fausses alertes. La rancœur de la population réfugiée dans les caves se fait de plus en plus sentir. Début 1942, les rapports de la SS soulignent l'aversion des gens pour la guerre, les récriminations contre la hausse des prix et les pénuries. Sur nos radios en langues étrangères, les porte-voix de Hitler pérorent et affirment que le peuple allemand est approvisionné en suffisance, qu'il est heureux, et surtout que la guerre ne touche pas l'Allemagne. Cologne, Münster, Kiel, Brême, Hambourg, Rostock, Düsseldorf, Francfort, Mannheim, Lübeck, Berlin, ne sont-elles pas des villes allemandes? Comme tout le monde, Otto et Élise, vous subissez les privations. Les gens ont faim. On ne trouve plus rien dans les magasins. L'an passé, il y avait au moins les produits provenant du pillage des pays vaincus. En mars, les rapports secrets de la SS signalent que la diminution des distributions de nourriture opère un effet fracassant sur le moral de la population. En Europe, chez les vaincus, on continue à croire qu'à Berlin, c'est l'abondance. Tes cartes, Otto, nous révèlent qu'il n'en est rien. Et ces images nous montrent tes concitoyens tels que tu les côtoyais alors. Un gouvernement qui méprise le bien-être social et préfère donner au peuple des canons plutôt que du beurre est délibérément égoïste et criminel. Les nouvelles du front russe ne sont pas bonnes. Les rumeurs les plus folles circulent. Qu'arrivera-t-il si l'Allemagne ne gagne pas la guerre? Combien de fois entend-on dire « Que va-t-il se passer si les Russes viennent ici ?» Malgré les nouvelles rassurantes diffusées par les journaux, une partie de la population s'interroge, mais elle continue de soutenir le Führer. Une crainte nouvelle apparaît, celle de subir la terrible vengeance des peuples en représailles des crimes commis par l'Allemagne. La presse et la propagande de Hitler attisent cette peur dans le cœur des Allemands. Une peur exploitée par Goebbels. Dans son célèbre éditorial, il avait déjà préparé les esprits
en avertissant qu'aussi misérables que soient les conditions de vie en ce moment, ce n'était rien en comparaison de ce qui arriverait à l'Allemagne si elle perdait la guerre. De quoi jeter un froid. Otto, toi, tu restes inébranlable. Tu aiguises tes arguments politiques. La politique de conquête de Hitler conduit des millions de pères et de fils à la mort. Cette bande à Hitler ne respecte rien. Elle ne connaît que la destruction. Depuis l'agression hitlérienne contre l'Union soviétique en 1941, et avec la perspective de la fin de la guerre qui s'éloigne, l'amertume et le pessimisme augmentent. Peuple allemand, réveille-toi. Nous devons nous libérer de l'hitlérisme. Mai 42. Voilà 20 mois que la traque a commencé. Le service de sécurité de la SS prend l'affaire en main. Un ennemi du Troisième Reich lui échappe qui agit dans l'ombre. L'enquête s'active. L'inspecteur Puchel commence par répertorier les dates et les heures de dépôt des cartes, scrute les rues où on les a trouvées. Analysant l'écriture et le contenu de ces cartes, il déduit que l'auteur n'a guère écrit dans sa vie. Si le coupable est un Allemand, l'écriture révèle un faible niveau d'éducation. Les exemplaires intitulés Presse libre sont pleins de fautes d'orthographe et de ponctuation. Le style laisse à désirer. En outre, il utilise des expressions propres par les Berlinois. Ainsi, il a écrit qu'il ne fallait pas nous faire bellatschern, c'est-à-dire embobiner par les camarades du parti. L'inspecteur Puchel établit le portrait robot du coupable. 35 à 45 ans, taille 1m75 à 1m80, mince, visage ovale allongé, petite moustache brune bien taillée, teint charbonneux, bien habillé, apparence extérieure soignée. Sa situation financière ne semble pas mauvaise, puisque pour ses écrits, il a utilisé à plusieurs reprises des timbres poste non oblitérés. Des timbres à l'effigie du Führer qu'il utilise pour écrire « Murder », assassin. Allemands, Allemandes, nous devons croire en nous-mêmes, et non pas en Hitler le scélérat. Soldats, abattez la clique Hitler, Himmler, Göring, Goebbels. L'inspecteur Puchel réexamine une carte que le service de sécurité de la SS lui avait transmise. Cette carte subversive appelle à travailler plus lentement et à saboter la collecte des vêtements. On soupçonne l'ouvrier Zander, qui a été licencié pour avoir incité ses camarades d'usine à travailler très lentement. Il habite dans le secteur de distribution des cartes postales. Mais heureusement pour lui, il bénéficie de la confiance des camarades du parti du quartier, sa femme étant chef de bloc. Puchel ordonne de surveiller plus étroitement l'ouvrier Zander. Cette fois-ci, Otto et Elise, vous échapperez encore une fois aux griffes de la Gestapo. Le 15 juillet 42, une autre piste s'offre à l'inspecteur. À l'usine Siemens où tu travailles, Otto, l'ingénieur Kress ramasse une carte tombée de ta poche par mégarde. Elle s'intitule « Pourquoi mourir pour la gloire d'Hitler ?» Il s'empresse de prévenir la Gestapo. 2 mois plus tard, l'étau se resserre enfin autour de l'insaisissable agitateur qui distribue ses cartes depuis 2 ans. Puchel observe que toi, Otto, tu habites à proximité du principal lieu de distribution des cartes. Un rapport confidentiel de la SS qu'avait reçu Puchel indique « Hampel et sa femme ne sont pas spécialement favorables au régime. Ils l'ont maintes fois prouvé au cours des collectes régulières du secours d'hiver, auxquelles ils n'ont participé qu'avec des contributions insignifiantes. Le chef de bloc n'a pas réussi à gagner le couple à une collaboration positive et à une meilleure participation financière. Le 27 septembre, Frau Waschke trouve une carte dans l'escalier de son immeuble Eisenacher Straße. Il est urgent que les Allemands de bon sens s'unissent et combattent le gouvernement de Hitler, fauteur de guerre. Du fanatisme de masse, le scélérat Hitler fait un tombeau de masse, pour les pères et pour les fils. Que l'on soit en guerre ou en paix, l'hitlérisme anéantit les fondements des droits de l'homme. Lorsqu'elle se rend au poste de police pour remettre la carte, Frau Waschke croit reconnaître dans la rue l'homme et la femme qu'elle venait de croiser dans son immeuble. Alors qu'ils s'éloignent, elle les suit et fait contrôler leur identité par la police. 1 mois plus tard,
Le 20 octobre, toi, l'ajusteur Otto Hampel et ta femme Élise, vous êtes arrêtés. Les semaines et les mois qui suivent votre arrestation se passent en interrogatoire et en détention provisoire. C'est en lisant le procès verbal que je découvre votre vie et vos mobiles. Né en 1897, Otto, tu as 9 ans quand tes parents s'installent à Berlin. Aussitôt après l'école élémentaire, tu fais divers petits boulots. À 19 ans, tu es incorporé dans l'infanterie. Fin des années 20, tu es engagé dans les usines de câbles Siemens Schuckert où tu gravis les échelons pour devenir ajusteur. En 1928, tu adhères au Stahlhelm, les casques d'acier, une organisation paramilitaire créée après la Première Guerre mondiale, d'inspiration nationaliste. En 1933, tu t'inscris au Front allemand du travail, le syndicat du parti nazi créé par Hitler après qu'il eut supprimé les autres syndicats. Tu as alors une petite fonction au Front du travail de ton entreprise, qui te rendait responsable de l'organisation de la vie nationale-socialiste à l'atelier. Tu devais veiller au moral du personnel, sans oublier de le surveiller. T'assurer également de la participation régulière de tout à chacun aux diverses collectes et faire appliquer les cadences imposées. Manifestement, tu n'avais aucune propension à inciter tes collègues à la productivité, encore moins à les espionner. Peu de temps après, tu as démissionné de ta fonction. Quant à toi, Élise, tu es née en 1903, cadette d'une famille de 10 enfants. Tu as grandi à la campagne près de Bismarck. Tes parents sont des gens simples qui gagnent leur vie comme domestiques dans des maisons bourgeoises et qui exploitent leurs petits terrains agricoles pour nourrir leurs nombreuses bouches. Tu as élevé tes petits frères et sœurs avec cœur et dévouement, tout particulièrement le petit Kurt, de 11 ans ton cadet, celui qui est mort à la guerre, le frère chéri. Tu le faisais bien sûr pour soulager tes parents, mais aussi par une sorte de vocation qui révèle l'un des traits les plus marquants de ta personnalité, l'entraide et l'assistance à autrui. Tu as quitté l'école à 12 ans pour travailler comme domestique. Tes employeurs appréciaient beaucoup l'employé que tu étais, ordonnée, avenante et serviable. En 1936, tu as adhéré à l'Association des femmes nationales socialistes où tu as été chef de cellule. Tu participais ainsi au renforcement des idées du régime, et comme le côté social y jouait un rôle important, tel que les soins apportés aux personnes âgées et aux malades, tu as pu réaliser ce qui correspondait à ta nature profonde. Et puis tu as fait la connaissance d'Otto, par une annonce de journal. Il était veuf, tu avais 33 ans. Un an plus tard, vous vous êtes mariés. Vous n'avez pas eu d'enfant. D'après l'enquête et les témoignages de la famille, on ne peut pas dire que vous ayez formé un couple heureux. Quand l'inspecteur Pechel vous demande les mobiles de votre action, votre toute première réponse, c'est la mort du frère d'Élise tombé au front, à Amiens, en 1940. Pour toi, Élise, le monde s'effondrait. Tu perdais ton frère, celui que tu avais pratiquement élevé. Quelque chose s'est alors passé. Toi, Otto, tu compatissais à la souffrance d'Élise comme si sa profonde tristesse avait fait disparaître l'éloignement et la froideur nichée au sein de votre couple. Et vous vous êtes mis à parler de votre indignation face à l'évolution politique générale. Toi, Élise, tu t'es alors démise de tes fonctions dans l'Association des femmes nationales socialistes. Et puis, vous aviez depuis toujours vivement ressenti la différence que l'on faisait entre ceux qui sont au parti et ceux qui n'y sont pas. L'appartenance au parti offre avantages et privilèges. Ceux qui n'en sont pas membres ne comptent pas. Vous ne supportiez pas ces injustices. Tu étais seul à travailler, Otto. Ton salaire n'était pas élevé et il existait toutes sortes d'obligations financières supplémentaires comme ces maudites collectes. Et ta douleur, Élise, après la mort absurde de ton frère au front, ne fit que renforcer votre rejet de l'effort de guerre. Ensemble, vous avez décidé de réagir pour crier votre colère, mais aussi pour ouvrir les yeux de vos concitoyens. Il fallait qu'ils sachent la vérité et que la guerre prenne fin.
Le 22 octobre 1942, l'inspecteur Pechel vous fait signer vos aveux. Tu assumes courageusement ton acte politique, Otto. J'avoue être l'auteur et le diffuseur des cartes subversives Presse Libre. En dehors de ma femme, personne ne savait rien de cette affaire. J'assume seul et entièrement la responsabilité de la rédaction et de la diffusion de ces cartes subversives. Au cours de ton interrogatoire, Élise, tu affirmes « Je me reconnais absolument complice dans notre action. Mon mari n'est pas plus coupable que moi. C'était notre œuvre commune. » Le juge d'instruction du tribunal du peuple prononce la détention préventive. Comment toi, Otto, qui n'a pas eu de véritable éducation, qui avait même été un temps un soutien du régime, comment toi qui agissais dans la solitude la plus totale, as-tu pu avoir cette conscience quand on sait que l'accès à l'information était difficile, qu'il n'existait pas de presse libre et qu'il était interdit aux Allemands d'écouter les radios étrangères? D'où tenais-tu ta lucidité politique? Les cartes postales que tu déposais prouvent qu'il était possible, malgré la désinformation généralisée, de regarder la réalité en face et d'en tirer certaines conséquences. Je me demande si, comme toi, la population était consciente des crimes allemands, ou bien si les gens préféraient ne pas savoir. Combien étaient-ils les Allemands qui avaient le courage d'ouvrir les yeux? Le vent tourne. 1943 va être une année décisive. Mais vous, Otto et Élise, enfermés dans vos cellules, vous ne savez plus de quoi le monde est fait. Dehors, les bombardements reprennent de plus belle, les pires que les Berlinois aient eu à subir depuis le début de la guerre. Le spectacle est effroyable, mais on ne constate aucune panique. Les gens sont abasourdis, ils regardent leurs biens sombrer. Des milliers de personnes sont sans abri. On ne connaît pas le nombre des morts. Les Berlinois prennent conscience qu'ils sont à leur tour exposés aux conséquences de la guerre qui, jusque-là, se passait essentiellement à l'étranger. Vous seriez révoltés de voir planter au milieu des ruines un grand drapeau à croix gammée et des pancartes de soutien aux Führer. Malgré les souffrances et les défaites, Hitler peut toujours compter sur les fanatiques et faire durer la guerre. Berlin est en partie en ruine, mais l'audience principale du tribunal du peuple a lieu le 22 janvier 1943. Un procès normal, pourrait-on dire. Simulacre d'ordre et de justice. L'acte d'accusation, le jugement et la condamnation du tribunal du peuple de Berlin sont prononcés au nom du peuple allemand. L'accusation s'intitule « Préparatif de haute trahison ». Les accusés ont élaboré et diffusé en commun de 1940 à 1942 plus de 200 tracts dans lesquels ils appellent, en proférant les pires injures contre le Führer, à renverser le gouvernement national-socialiste et incitent au devoir de résistance et au sabotage de l'industrie d'armement. En conséquence, l'accusé Otto Hermann Hampel et l'épouse Martha Elise Hampel, en raison de leur action de désorganisation de la défense en lien avec des préparatifs de haute trahison et de leur trahison en faveur de l'ennemi, sont condamnés à mort. Élise, tu es incarcérée dans la prison des femmes de la Barnimstrasse. Otto, te voilà dans la prison de Moabit. Vous ne vous reverrez plus. Et voilà que, confronté à la mort imminente, il se produit une cassure brutale dans votre relation. Comme si la convergence de vues, la solidarité sans faille qui vous avait donné le courage nécessaire à votre action de résistance solitaire n'avait jamais existé. Dans le roman de Hans Fallada, vous restez dans l'amour et la solidarité jusqu'au bout. Dans la réalité, Otto et toi, Élise, vous vous accusez mutuellement, rejetez sur l'autre l'entière responsabilité de vos actes. Que s'est-il donc passé? Vous voilà qui implorez la grâce. Chacun de votre côté, vous cherchez à sauver votre peau. Otto, tu écris « Je regrette mes actes.
La déclaration de ma femme du 22 janvier 1943 est un pur mensonge proféré devant tout le monde. Je lui demande de dire en toute vérité que c'était son souhait, qu'il résultait de sa réaction hostile suite à la mort héroïque de son frère. Quand elle s'apercevait que la provision des cartes ne diminuait pas assez vite, elle m'incitait à continuer à écrire. Élise, tu as des mots terribles aussi. Tu n'appelles même plus Otto par son nom. Tu parles du vieux, de ce type. Dieu que c'était un sale type. Jamais je n'aurais cru qu'on puisse être à ce point sans scrupules et infâme. Cette haine soudaine, comment l'expliquer? Avez-vous été manipulé? C'est aussi le sadisme des nazis que de savoir dresser leurs victimes les unes contre les autres. Au cours de ce terrible hiver, la bataille de Stalingrad fait rage. Le lendemain de la défaite, un communiqué officiel du Reich annonce aux Allemands atterrés la capitulation. Fidèle à son serment de combattre jusqu'à son dernier souffle, la 6e armée, sous le commandement exemplaire du maréchal Paulus, a succombé sous l'assaut d'un ennemi supérieur en nombre et en raison de circonstances défavorables auxquelles elle a eu à faire face. Dans l'isolement de votre cellule, Otto et Élise, avez-vous su que Hitler avait perdu la bataille de Stalingrad? Au moment où le Troisième Reich commence à s'effondrer, vous allez mourir. En fin de compte, c'est vous les vainqueurs, mais vous le payez de votre vie. Le 18 février 1943, quelques jours après la défaite de Stalingrad, le ministre de la propagande Joseph Goebbels se sert de ce désastre et proclame la guerre totale. 14 000 partisans fanatisés sont rassemblés tambour battant au Palais des Sports de Berlin. Toutes les radios retransmettent la manifestation grandiose qui doit démontrer aux yeux de tous la détermination sans faille des Allemands à se battre jusqu'à la victoire finale. Seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? Répondant au mot d'ordre de Goebbels, de nouvelles recrues du Reich sont hâtivement mobilisées. Richard, ton jeune frère Élise, écrit une lettre au Führer. Je voudrais et je vais accomplir mon devoir de soldat. Car la guerre totale requiert encore une fois les meilleurs et cette guerre doit être gagnée et le sera. Mais auparavant, je demande encore une fois la grâce pour ma sœur, car où trouver le courage et l'énergie nécessaires si par ailleurs on vous arrache un morceau du cœur? Le ministre de la Justice du Reich répond le 24 mars 1943 « J'ai décidé, habilité par le Führer, de ne pas utiliser le droit de grâce, mais de laisser la justice suivre son cours. » Le 8 avril 1943, Élise, tu écris une dernière lettre. « Mes parents bien-aimés, tout me revient en pensée. Ma petite maman, je pense à tous les beaux moments que j'ai vécus avec toi et grâce à toi. Merci de tout cœur, je me sens libéré de la grande faute que j'ai dû subir à cause de cet homme. Cher papa, je me souviens de notre promenade dans la forêt au mois de septembre, comme j'aimerais revivre ces moments avec vous deux. Mais il y a un au revoir et je vais retrouver notre Kurt bien-aimé. Je crois en Dieu et je meurs dans la croyance que cette faute et tout le mal que j'ai fait dans la vie me seront pardonnés. J'aurais aimé racheter cette faute autrement pour ne pas souiller notre nom. J'aimerais tant serrer mes mains dans les vôtres et que mes baisers effacent les larmes de vos visages. Au revoir, soyez aussi forts que moi. Merci, merci pour votre grand amour. Le 8 avril, les jugements de condamnation à mort sont exécutés dans l'établissement de Plötzensee. Otto est guillotiné à 19h, Élise à 19h20. Le ministre de la Justice du Reich refuse de rendre les corps aux familles pour les inhumer et ordonne de livrer les cadavres à l'Institut anatomique de Berlin. Un mois après l'exécution,
L'administration de la prison des femmes demande au tribunal du peuple si les affaires d'Élise peuvent être remises à son père. Il y avait un manteau, un peignoir, une robe, un gilet, une veste, un tablier, 2 slips, un corset, 2 écharpes, un cabas, une paire de pantoufles, une paire de chaussures en caoutchouc, un chapeau, divers accessoires de couture, du filard prisé, des peignes, une brosse à cheveux, 3 paires de bas, une paire de mitaines, un crayon, un porte-monnaie, 3 photos, 5 mouchoirs, Certains Français essaient de créer des bouleversements. Pour en savoir toujours plus et pour en discuter, retrouvez le forum et toutes les infos sur les docs sur France3.fr.